Initiating System 1. System 1 loaded. Maintenant, quand on parle de comics au cinéma, il y a fort à parier que tu penseras immédiatement aux Avengers. Thor, Captain America, Iron Man ou encore les Gardiens de la Galaxie. Et tous ces films ont fait la fortune de Marvel et de Disney. Mais bien avant cela, il y a eu un autre film. Un film qui fut un tel ratage que son producteur dut se séparer de la branche informatique au risque de faire couler sa boîte de production. Mais d'abord, il faut que je te présente ce personnage. Bon, on va laisser sa chance au machin. Cortapel, lance la visio avec Chris. J'appelle Chris, monsieur. Salut Chris, j'ai besoin de ton aide. Oui, qu'est-ce que je peux faire pour toi, pauvre mortel? Alors, j'aimerais que tu m'aides à présenter le personnage dont je vais parler là. Oh, et c'est lequel? C'est le premier Marvel qui a été adapté au format long métrage. Attends, c'est celui auquel je pense, là? Oui en fait. Howard the Duck a été créé par Steve Gerber et Val Mayerik. Il fait sa première apparition dans le 19e numéro de Adventure into Fear aux côtés de Man-Thing en 1973. À partir de 1976, le personnage a droit à une série régulière chez Marvel Comics, toujours avec Steve Gerber au scénario. Elle connaîtra 31 numéros avant de s'interrompre pendant 6 ans. Les numéros 32 et 33, sortis en 1986, marquent la fin de la série, dû principalement à des problèmes de droit, Gerber revendiquant la totale propriété du personnage face à Marvel Comics, tandis que Disney lui reprochait d'avoir copié Donald Duck. En 1987 sort une adaptation du film en 3 numéros. Howard apparaît ensuite de façon très irrégulière et anecdotique dans plusieurs publications Marvel au fil des années. Après une mini-série sous le label adulte Max de Marvel en 2002, une série régulière surfant sur l'apparition du personnage dans les Gardiens de la Galaxie est lancée en 2015. Bien qu'il fasse officiellement partie de l'univers Marvel et qu'il ait pu faire équipe avec les Défenseurs ou encore Spider-Man, Howard possède un statut assez particulier. En effet, pour se simplifier la vie, le gouvernement américain a décidé de faire comme s'il n'existait pas. Merci beaucoup Chris. Mais je t'en prie, à la prochaine. À très bientôt Chris. Il est sympa ce Chris quand même. Sorti aux USA le 1er août 1986, Howard the Duck, sous-titré chez nous Une nouvelle race de héros, nous raconte l'histoire d'Howard, un canard citadin vivant tranquillement dans son monde identique au nôtre. Sauf que les hommes n'existent pas et sont remplacés par des canards. Mais un événement inattendu projette notre malheureux héros dans notre monde. Aidé par Beverly Switzer, interprété par Lea Thompson, il va ensuite tenter de trouver un moyen pour repartir sur sa planète. Ce film, devenu culte pour une partie du public aujourd'hui, est encore considéré comme un gros nanar bien dodu. Et devine qui l'a produit. Vas-y, devine. George Lucas. George fucking Indiana Jones Star Wars Lucas. Produit par Lucasfilm, le film fut un tel échec au box-office que Lucas dut revendre la branche informatique de sa société d'effets spéciaux ILM. Steve Jobs la racheta alors, puis la renomma Pixar. Norna, qu'est-ce que tu peux me dire sur cette histoire ? Peter Pan est un film sorti le 5 février 1953 aux États-Unis. Il est inspiré d'une œuvre de James Matthew Barrie, d'abord publiée en 1904 sous la forme d'une pièce de théâtre, puis ensuite un roman. Non, ce n'est pas ça du tout. Vous avez pourtant clairement mentionné Back to Neverland. Certes, mais ça ne parle pas de Peter Pan. Je suis désolé, votre requête était confuse. Ben tiens, quand on parle de Back to Neverland, on peut penser à Peter Pan 2. Sauf que ce que je vais te parler date de 1989. On behalf of the Walt Disney Company, I hereby declare the Disney MGM Studios theme park open. Let the magic begin. Cette année-là ouvrait le 3e parc de Walt Disney World, Disney MGM Studios. Il y avait à ce moment-là que très peu d'attractions, ce dernier ayant été conçu comme un parc d'une demi-journée. On y découvrait les plateaux de tournage grâce au Backstage Studio Tour, l'équivalent de notre studio Tram Tour. Mais cette version, elle durait 2 heures. Oui, 2 heures. À l'issue de la visite, le public pouvait continuer sa découverte du monde du cinéma dans le studio d'animation du parc.
En guise d'introduction avant de commencer la balade, un mini-film de 10 minutes présentait les différents métiers dans l'art de l'animation. Le film était commenté par Walter Cronkite, un journaliste connu aux USA et qui resta célèbre pour avoir présenté le journal télé pendant plusieurs décennies, mais surtout un Robin Williams en forme. On reparlera de tout ça en détail plus tard dans un futur épisode. Je vais juste m'attarder sur un extrait que je te propose de découvrir. This is Walter Cronkite here at the Disney Animation Studio. Today we'll have a unique look at how their films are created. Well, sir, you sir there. Yes, sir. Could you give us a little help today? Oh, yes, sir. Well, wait a minute, you're Walter Cronkite, and that's the way it is. Hold on, Walter, can you just a moment? How you doing? Name's Robin. Nice to be, but you can call me Chuck. Robin, what's your favorite Disney film? I'll be honest, Walter, I think Fantasia has a certain Fellini-esque kind of quality, but my real favorite is Peter Pan, boy. I mean, Never Never Land. Oh, little pixie dust and you could fly, you know? Robin, today you can visit Neverland. Oh, Walter, don't pull my leg. In order to demonstrate the animation process, we're going to turn you into an animated character. Does this mean I'm only going to have 3 fingers? Tinkerbell. She's so bright. Oh, it's like being in the presence of Barbra Streisand. Comme tu as certainement pu le remarquer, Robin Williams porte une magnifique chemise hawaïenne et une casquette dingo. Et qu'est-ce qu'on voit dans Aladdin à la fin du film? Do you mind if I kiss the monkey? Ooh, hairball. Well, I can't do any more damage around this popsicle stand. Et qui interprète le génie dans le film? Pour expliquer les choses simplement, Jerry Reese, le réalisateur du court-métrage dont nous aurons l'occasion de reparler très bientôt dans un futur épisode, connaissait à l'époque l'équipe de production qui travaillait sur la réalisation d'Aladdin, les légendaires John Musker et Ron Clements. Jerry Reese présenta à la fin des années 80 les travaux préparatoires de ce qu'allait devenir Back to Neverland. Enthousiasmés par la performance de Robin Williams, Musker et Clements proposèrent le rôle du génie à l'acteur comique qui accepta. Et les animateurs en profitèrent même pour y ajouter une petite référence à la fin du film, d'où la chemise et la casquette. Tout est lié. Et pour terminer, imaginons à présent ce personnage avec ça. C'est ce qui est arrivé entre 1993 et 1994. À cette époque, Disneyland Paris était en plein dans la tourmente et cherchait un moyen pour que son public européen puisse s'identifier davantage à leurs personnages classiques. Et là, petite parenthèse. En 1990, les producteurs de chez Disney commencèrent à manquer sérieusement d'inspiration. Les séries La Bande à Picsou, Super Baloo et Mr. Mask touchaient à leur fin et il fallait trouver la relève pour ce qui devaient être les prochaines grandes séries pour concurrencer la Warner avec ses dessins animés produits par Steven Spielberg. La Walt Disney Company se tourna vers l'Europe pour y trouver le futur héros de toute une génération. Ils jetèrent leur dévolu sur un personnage adoré chez nous, mais inconnu chez les Américains, le Marsupilami. Disney Television Studios acheta les droits d'exploitation à Marsu Productions dans le but de réaliser une mini-série, alors diffusée dans une toute nouvelle émission, Road to Nage. Si le public était réceptif, la compagnie pourrait alors produire une série totalement indépendante, comme ce fut ensuite le cas pour Bankers. Ainsi, le Marsupilami fit ses débuts dans le petit écran en 1992. Et là, c'est le drame. Le but de cet épisode n'est pas de faire la critique de la série Le Marsupilami, même s'il y aurait beaucoup de choses à dire, mais il y a quelque chose sur lequel je ne peux pas faire abstraction. Ah, que c'est bon cette petite brise printanière. Oh, sol, ami, oh. Oh, sol, moniero. C'est l'été, il fait chaud, dans les poils et les maillots. C'est ça, prends ta pelle et ton râteau, ton sombrero, yeah! Erreur système, base de données corrompue, module logique endommagé, village de la mémoire en le séquenceur automatisé et désautomatisé, adapteur vibrosensoriel hors service. Par Saint-Walt, j'aurais dû m'en douter. C'était déjà pas fiable à la base, mais alors là, je lui ai mis le coup de grâce.
Corde à peine? Redémarrage système? Débogage? Ouais, je pense qu'il faudra y revenir un jour. Peut-être. En attendant, retour à Euro Disneyland. Le personnage fut implanté dans la parade Disney aux côtés de Mickey. La série était diffusée en simultané sur TF1 dans Disney Parade. Mais la série fut un échec retentissant, Disney perdit les droits du personnage et ne put donc plus l'utiliser. Ce qui n'est pas plus mal d'ailleurs. Ouais. Et voilà, 6 anecdotes improbables sur l'univers Disney. J'espère que cet épisode t'a plu. Comme d'habitude, n'hésite pas à nous le dire en commentaire en bas de la vidéo et à nous suivre sur Facebook et sur Twitter pour ne pas louper les futurs épisodes. Bon, c'est pas tout ça, mais j'ai un système hors de prix à me faire rembourser et un comparse à aller chercher. Je te donne rendez-vous très bientôt pour le futur épisode et d'ici là, restons passionnés. What are you hanging around for? Let's go have some fun! Catch up with the next group, okay? Now, Robin, Hey, wait for me, Peter! and that's the way it is. Keep the jacuzzi hot! I'll be back! Come on, everybody.